Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois à nouveau et avec grand plaisir Isabelle Doumanque, naturopathe, micronutritionniste et auteure, pour parler du jeûne intermittent et faire le point. Dans cet épisode, Isa nous rappelle les différentes manières de jeûner, il y a plein de manières de faire et de pratiquer, c'est plutôt cool, il y en a pour tous les goûts. On parle du métabolisme, des deux types de stocks de nature différentes, de la manière dont l'organisme réagit au jeûne, de l'autophagie, pourquoi c'est important, comment ça fonctionne, j'adore, quels sont évidemment les bienfaits, comment il agit sur la perte de poids, oui je sais, ça vous allez écouter attentivement, et comment il agit sur les cellules graisseuses, mais aussi des contre-indications, et oui, et comment reconnaître que ça ne fonctionne pas bien chez nous, on fait tous des fois des erreurs, ou alors on a encore plus stressé, bref, il y a des signaux et il faut s'en rendre compte. On parle également de l'insuline et comment celle-ci peut bloquer la perte de poids, puis du process à suivre quand on veut commencer et essayer. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te recevoir à nouveau dans Horizon Podcast. Bonjour Léna, moi aussi je suis ravie d'être là. Tu es l'invitée la plus fidèle puisque c'est la 3e fois que tu reviens, après un épisode sur les perturbateurs endocriniens, mais aussi sur la thyroïde, que de sujets hyper intéressants et celui que l'on va aborder aujourd'hui ne l'est pas moins, puisqu'on va parler du jeûne intermittent. Alors tout d'abord, pourquoi as-tu envie d'écrire à ce sujet ? Ah, écoute, j'ai eu envie d'écrire sur ce sujet parce qu'en fait, je le conseillais beaucoup en consultation et ça, c'était une des raisons. Et finalement, en écrivant un livre, on va chercher encore plus de connaissances, donc ça me permettait d'enrichir tout ça. Mais l'autre raison, en fait, qui est probablement la raison principale, c'est que c'est un moyen finalement très peu onéreux de se faire beaucoup de bien pour la santé. Que c'est quelque chose qui fait qu'on va réorganiser son alimentation, on va pas manger de la même manière, mais ça a de tels bienfaits sur la santé et quand c'est vraiment adapté à soi, qu'on est OK avec, que ça ne nous pose aucune contrainte, on peut le garder aussi au long cours. Donc c'était vraiment un moyen finalement de prévention et d'amélioration de sa santé, gratuit entre guillemets. Voilà, d'une Ouais. certaine manière, qui demande quelques efforts peut-être évidemment d'adaptation au début. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant. Ah, tu m'étonnes, parce qu'effectivement, souvent, quand on a des, je sais pas, des rendez-vous de naturopathie ou de nutrithérapie, on se retrouve avec quand même beaucoup de on va dire, d'investissements financiers concernant soit les examens, soit les compléments alimentaires. Et c'est vrai que ce genre de petite habitude, ça coûte pas grand-chose, et même peut-être encore moins. Donc, Exactement, exactement. Et ça peut vraiment améliorer des terrains, ce qui n'empêchera pas que parfois il faut peut-être effectivement donner des micronutriments à quelqu'un s'il est carencé ou autre. bien sûr. Mais on fait déjà une partie du travail avec ça, donc c'est quand même formidable. C'est très chouette et on va rentrer dans les détails. Alors, il y a plusieurs manières de pratiquer le jeûne. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel sur les différents types de jeûne, dont le jeûne intermittent, du coup, pour ceux qui ne savent pas ? D'accord. Alors le jeûne, en fait, c'est quelque chose d'assez historique, hein, religieux notamment. Donc on va dire que ça se pratique depuis la nuit des temps et c'est redevenu à la mode il y a plusieurs années maintenant, plus dans un objectif de bien-être et de santé. Donc soit il y a des jeûnes qu'on va appeler intermittents, c'est-à-dire qu'on ne le pratique pas tout le temps, on le pratique sur un certain nombre d'heures dans la journée. Donc le plus communément pratiqué, c'est celui qu'on appelle le 16-8. Donc, ça s'appelle jeûne intermittent ou fasting ou time restriction eating. Donc, on va manger sur une plage de 8 heures et pendant 16 heures, on ne va plus manger. On va penser à s'hydrater, mais on ne va plus manger. Donc, le 16-8, c'est le plus communément pratiqué. Après, on peut avoir d'autres approches en termes d'horaire. On peut avoir le 20-4, par exemple. Pendant 20 heures, on ne mange pas. On va manger sur une plage horaire de 4 heures, etc. On va avoir le one meal a day, un repas par jour, un repas par 24 heures. Et puis après, on peut avoir une autre forme de jeûne qui va être le jeûne. Donc on reste toujours dans une approche hydrique, c'est-à-dire qu'on ne mange pas, mais on s'hydrate. Mais ça va être un jeûne fait sur plusieurs jours d'affilée, par exemple. Donc là aussi, les gens qui sont habitués et qui savent bien manier tout ça peuvent le faire seuls chez eux. Sinon, pour des premières approches ou même tout simplement parce que ça fonctionne et que ça nous fait une respiration dans l'année, on peut aller le faire en étant accompagné
Il y a énormément de centres qui proposent ces approches où on va aussi en même temps faire du yoga ou de la méditation ou de la randonnée. Mm. Ça va être un tout en fait pour améliorer sa santé. Ouais, ouais, on a l'embarras du choix quand même, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Alors avant de parler en détail du jeûne intermittent, je voudrais d'abord aborder le sujet de notre métabolisme parce qu'il fut un temps où nos ancêtres n'avaient rien à manger pendant une certaine période, ce qui fait que leur organisme s'adaptait à cette situation. Ils créaient donc des stocks en prévision des famines et ça se passe à travers un processus de deux stocks de nature différente. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces deux types de stocks et comment ils fonctionnent? D'accord. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que notre organisme, il est fait pour pouvoir quand même fabriquer l'énergie dont on a besoin, même s'il y a une espèce de privation d'alimentation, même s'il n'y a plus d'arrivée de matières premières, on va dire. Donc, on a un premier stock qui s'appelle le glycogène. C'est un stock qui est petit en quantité et qui se constitue à partir des Ouais. sucres, voilà, différentes sortes de sucres. Et puis ça, donc ce stock, il n'est pas très grand. Et dès qu'il est saturé, tout ce qui va être excès de sucre sous forme de glucides ou sucre sucré, du goût sucré, va se stocker sous forme de triglycérides. Donc triglycérides, c'est plus communément connu comme les cellules grasses. Voilà. Donc le stock de glycogène, de sucre, il est petit. Dès qu'il est plein, hop, ça va augmenter le stock des triglycérides, des cellules adipeuses, et qui là sont un peu illimitées chez l'individu. Voilà, c'est-à-dire autant le glycogène c'est limité, autant augmenter ces stocks de cellules grasses, de triglycérides dans les cellules adipeuses, ça peut être considérable. Ça peut représenter jusqu'à 15 kilos chez un individu qui fait 70 kilos. Donc ça peut être beaucoup. Alors évidemment, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. On a tous des physiologies différentes. Il y en a qui fabriqueront moins de cellules adipeuses que d'autres, mais elles sont beaucoup plus importantes en quantité que les stocks de glycogène. Ah, c'est marrant. Donc ça, ce sont ces deux stocks, ces deux types de stocks. Oui, tout à fait. Et donc ça me fait toujours penser, tu sais, au repas du samedi soir où t'en peux plus, il y a le dessert qui arrive, t'as déjà bouffé comme je ne sais quoi. Et là, on entre dans le deuxième type Là, de stock. tu sais que tu vas directement augmenter la deuxième réserve. Et c'est celle-là que tu auras le plus de mal à vider ensuite. C'est ça, malheureusement. Oh là là. Et au fond, Ah, aller loin, tu vois. c'est ça exactement, mais c'est intéressant parce que du coup, tu comprends, tu sais, à travers ce genre de cas pratique de repas du samedi soir, tu vois, tu comprends où tu en es. C'est ça. Voilà. Euh, alors, parle-nous un petit peu de la manière dont l'organisme réagit au jeûne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Rentrons dans les détails de notre corps parce qu'il est bien organisé, hein, mine de rien. Il est très bien organisé. Il est très bien organisé et ce qui est intéressant avec le jeûne, c'est on va avoir deux sortes d'effets complètement différents, mais tout aussi bénéfiques pour l'organisme. Le premier effet, c'est celui que vont rechercher la majorité des gens qui font le jeûne, c'est ceux qui veulent maigrir, ils veulent perdre du poids. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrête de se nourrir pendant un certain nombre d'heures? Le stock de glycogène va se vider. Il va se vider, pourquoi? Tout simplement pour libérer à nouveau du glucose dans le sang, pour que le niveau de glycémie, c'est-à-dire le niveau de sucre circulant dans le sang, reste stable. Ça, c'est Mhm. important parce que sinon on serait fatigué. Et puis, une fois que ce stock est vidé, qu'il n'y a pas de nouvelle alimentation qui va sans arrêt le faire se re-remplir, donc une fois que ce stock de glycogène est vidé, ben là, à ce moment-là, il va y avoir un switch métabolique, c'est-à-dire une bascule métabolique qui fait que l'organisme va aller fabriquer son énergie en allant pomper, en allant trouver la matière première dans les triglycérides. Et Hmm. donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à vider les stocks de triglycérides, donc des cellules adipeuses. Et c'est quand ça se passera, qu'on aura des bienfaits sur tout ce qui va être la perte de poids, mais tout ce qui est autour de ça, ce qu'on appelle le terrain cardiovasculaire, c'est-à-dire quand on a des marqueurs de cholestérol qui sont peut-être un peu trop élevés, ou qu'on est en prédiabète ou en diabète, ou qu'on a de l'hypertension. Donc voilà, des marqueurs on appelle ça le terrain cardiovasculaire, ou certaines personnes qui connaissent ça, qui se reconnaîtront peut-être, qui ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs de ces problématiques en même temps. C'est quand on a cette bascule métabolique qui fait que l'organisme va fabriquer son énergie en allant puiser dans le stock des cellules adipeuses, dans le stock des triglycérides. Après, il y a toute une transformation chimique qui fait que ça va finalement revenir à repartir sous forme de glucose dans le sang pour avoir toujours une glycémie égale et donc une fabrication d'énergie.
Ah, c'est passionnant, c'est fou comment le corps est tellement bien organisé et intelligent et il transforme tout en glucose à travers différents types. Enfin, c'est vraiment passionnant. Voilà, alors il ne le fait pas forcément facilement. Hmm. C'est-à-dire que cette bascule métabolique, si on était resté, je ne dis pas dans l'alimentation préhistorique, parce que l'alimentation préhistorique, il y avait des vrais moments où ils n'avaient pas à manger du tout. Mais si on était resté dans une alimentation où on alterne plus les phases de je mange, je stocke, je mange pas, je déstocke, cette bascule se mettrait en place beaucoup plus simplement. Tu vois, on aurait Par plus de habitude. réactivité, voilà, c'est ça. Là, comme on est quand même beaucoup plus dans une vie sédentaire, avec parfois trop de repas ou des repas trop riches, et puis parfois des petites collations aussi entre les repas, quand on se met à faire ça, bah, il faut un temps. Il faut un temps pour que le corps s'habitue, il faut un temps pour que le corps déclenche cette bascule métabolique. Chez certaines personnes, il va peut-être falloir trouver ce qui coince et les aider à, voilà, à franchir cet obstacle. Mais c'est un mécanisme physiologique qui existe et qui explique aussi tout simplement que quand on ne mange pas, on tombe pas, on meurt pas d'inanition et on tombe pas dans les pommes. Voilà, c'est Ouais, parce que le corps, il va piocher ailleurs, ce qui va lui permettre de tenir en énergie. ouais, d'accord. Et alors parlons un petit peu de l'état de cétose. Quand est-ce qu'on arrive à cet état-là et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, l'état de cétose, c'est encore, je dirais, c'est un cran encore différent. On va l'atteindre plus facilement quand on fait des jeûnes de plusieurs jours. D'accord. Quand on fait des jeûnes de plusieurs jours, ça va se mettre en place entre 24 et, oui, c'est ça, entre 2 et 3 jours selon les personnes. Quand on fait un jeûne intermittent, ça va se mettre en place au bout d'un certain moment où la personne pratique le jeûne intermittent et surtout si elle le couple avec de l'activité physique. Ça, on verra ça peut-être plus en détail tout à l'heure. Cétose, ça veut dire qu'en fait, le corps va euh, il va fabriquer de l'énergie directement à partir d'acides gras, sans passer par la case glucose. Et pendant longtemps, on a pensé que c'est ce qu'on appelait des corps cétoniques. On a pensé que c'était des déchets pour l'organisme. Puis bon, voilà, avec les progrès de la science, etc., on s'est rendu compte que pas du tout. C'était une forme d'énergie qui était particulièrement bénéfique parce qu'elle est constante. Il n'y a pas d'à-coup comme on peut avoir avec le sucre. Et c'est une forme d'énergie qui, par exemple, va directement alimenter le cerveau. Et les gens qui restituaient des états de lucidité, de bien-être, de sentir une espèce de clarté d'esprit après plusieurs jours de jeûne, en fait, c'était dû à ça. C'est dû au fait qu'à un moment, leur énergie est fournie par cet état de cétose. Voilà. Donc ça a été beaucoup documenté, bah, forcément dans différents jeûnes religieux à travers l'histoire. Euh, je parle plutôt des jeunes religieux que des jeunes politiques, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de manger pour des raisons politiques, mais parfois ils sont allés beaucoup trop loin, Ouais. jusqu'à mettre leur vie en péril, parce que là, il y avait un autre objectif derrière. Alors que dans les jeunes religieux, c'est souvent sur des périodes données. C'était assez cadré finalement, c'était plein de bon sens. Et il y avait aussi parfois euh, cette recherche de moments, de se dire, je vais prendre du recul, il y a un besoin de lucidité, etc. Et c'est ce que le jeûne apportait. Ah, c'est marrant. Et c'est vraiment lié à ça, à cet état de cétose et de corps cétonique. Ouais, ok. Donc effectivement, quand on pratique du jeûne intermittent, ou en tout cas quand on débute le jeûne intermittent, on va pas se mettre en état de cétose tout de suite. Il faudra Non. du temps, quelques mois, peut-être quelques années, j'en sais rien. Alors peut-être pas autant, ça va vraiment dépendre de la morphologie des gens. Ouais, Tu as eu des expériences qui ont été faites, par exemple, sur deux personnes. Donc tu prends deux personnes qui font le jeûne intermittent qu'ils pratiquent depuis plusieurs mois, de façon quotidienne. Une personne, on va dire, d'une vingtaine d'années, une personne d'une soixantaine d'années. mm, Et ces deux personnes, un jour, on les a mises dans un laboratoire et on leur a fait souffler dans des tubes spécifiques pour savoir justement quelle était leur production d'acétone, qui est une des molécules de l'état de cétose. Et donc, ce qui a été constaté, c'est que déjà, au début de l'expérience, ils en produisaient un peu sans avoir rien fait. Et ouais. puis après, une des deux personnes, donc en l'occurrence la jeune femme, on va lui faire de l'activité physique. Donc on la met sur un vélo, on la fait pédaler, etc. On lui fait de l'activité physique pendant 1 heure et demie, en prenant à 6 ou 7 reprises encore ces mesures. Et on va s'apercevoir que sa fabrication de cet état de cétose va augmenter.
et donc d'une façon assez importante. Et l'autre personne qui avait pourtant déjà une production d'acétone au début de l'expérience, mais à qui on a juste demandé de lire son journal et pas de faire du sport, lui, il a toujours continué à en produire, mais sans que ça augmente. Voilà. Donc tout ça pour dire que euh, il n'y a pas besoin de faire un jeûne de plusieurs jours forcément pour y aboutir. Si on a mis en place le jeûne intermittent, que c'est quelque chose qui nous convient et qu'en plus on rajoute là-dessus une activité physique qu'on va faire effectivement dans ce cas-là dans la fenêtre du jeûne intermittent. C'est-à-dire par exemple, je décide de manger le repas du midi et le repas du soir et ensuite après le repas du soir de ne plus rien manger jusqu'au lendemain midi. Et ben voilà, on se réveille le matin, on s'hydrate, on boit un verre d'eau, etc. Puis on va peut-être faire notre sport à ce moment-là dans la matinée et on ne mangera qu'après avoir fait le sport. Et donc, en couplant comme ça le jeûne intermittent et l'activité physique pendant la phase de jeûne intermittent, on a encore plus de chances d'arriver du coup à cet état de cétose. On va booster physiologiquement les possibilités d'y arriver alors qu'on fait un jeûne sur un temps plus court que sur plusieurs jours. Ouais. Mais en tout cas, voilà, le cétose n'est pas forcément le but en soi. Ça peut être déjà un jeûne intermittent sans forcément, si on n'est pas trop sportif par exemple et qu'on met en pratique ce jeûne intermittent, c'est déjà pas mal pour un début. Il faut pas tout de suite aller chercher la cétose et faire Ah une non, heure de bien sport sûr. parce que, tu vois ce que je veux dire, Ah c'est non. souvent, c'est un peu on a toujours envie d'aller plus loin, mais bon, commençons doucement aussi. Oui, alors ce qu'il y a de très, comment dire, très pragmatique avec le jeûne intermittent, c'est qu'on voit les résultats assez rapidement. C'est-à-dire, la personne va décider de le faire. Bon, moi, je vais prendre mon exemple personnel, ça ne me sert pas de le raconter. Quand j'ai commencé à dire, voilà, on va écrire ce livre, etc., avec les éditions Larousse, je me suis dit, bon, bah, moi, je l'avais jamais fait, le jeûne intermittent. Je me suis dit, bah, je vais le faire et puis je vais voir un peu, moi, ce que ça m'apporte. Mon Ah, super. objectif à moi, c'était, bah, vu mon âge, donc post-ménopause, c'était bah, la petite bouée qui se fait au niveau du ventre et puis surtout les bouffées de chaleur. J'ai eu une ménopause un peu compliquée avec des bouffées de chaleur pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et sans forcément trouver de solution alors que Ouais, ouais. je propose à beaucoup de personnes et ça marche, mais bon, sur moi, ça marchait pas trop. Ça, c'est Ça frustrant. marchait pas tout le temps, voilà. Et, euh, et donc j'avais un objectif, donc je l'ai fait. Alors bon, moi ça n'a pas été compliqué. J'ai supprimé le petit déjeuner pour plein de raisons, parce que familialement c'est plus compliqué de supprimer le dîner avec les enfants, etc. Ouais. Le repas du soir, c'est aussi comme beaucoup de gens celui où on se retrouve en famille et bon, on a envie de partager. Euh, et en fait, en un mois, mais bon, en un mois, j'ai perdu du poids, j'ai dû perdre 3 kilos, ça c'était très bien. Mais sur les bouffées de chaleur, je pense que j'ai vu l'effet au bout de 15 jours, 3 semaines. Et alors, comment Super. t'expliques ça du coup? Bah, je vais y venir après, Hmm. si tu Ouais, permets ouais, juste. complètement. Je me suis juste dit, bon, bah, c'est peut-être le hasard, parce que comme j'ai eu des périodes où j'ai eu des bouffées de chaleur, d'autres où j'en ai pas eu, ça dépend de ton état de stress, ça dépend de tellement de choses, c'est multifactoriel. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire, on va voir, je vais poursuivre l'expérience. Entre-temps, il y a eu les vacances de l'été, amis, famille, etc. Donc, j'ai beaucoup moins fait le jeûne intermittent. Et à la fin de l'été, les bouffées de chaleur sont revenues. Septembre, je me suis dit, OK, je reprends sérieusement. Je me suis remise au jeûne intermittent. Les bouffées de chaleur ont disparu. Voilà. Donc, je sais que chez moi, c'est un curseur qui fonctionne très bien. Comment je l'explique? Probablement en partie par le phénomène de l'autophagie, qui est celui dont on n'a pas parlé encore, qui est un des phénomènes qui se met en place avec le jeûne et qui apporte des bienfaits. C'est-à-dire que quand on va chercher à améliorer une digestion, donc renouveler son microbiote, améliorer son sommeil, améliorer sa concentration, c'est surtout cet effet-là qui va être bénéfique. L'effet de l'autophagie, c'est un effet de auto-nettoyage cellulaire que notre organisme, il fait ça en permanence. Un peu comme tu branches la pyrolyse sur ton four, tu vois, auto-nettoyage. Ah mais je le fais jamais ça, tiens. Voilà, tu vois, si tu Faut as que je la m'y fonction, mette. fais-le, c'est super pratique. Et le jeûne, en fait, amplifie cette autophagie. Donc, cette autophagie, c'est intéressant parce que notre corps, il fabrique au niveau, notre corps, il est en renouvellement cellulaire permanent. Mais il fabrique aussi plein de déchets. Il y a plein de petits morceaux dans les cellules qui servent plus à rien, qui sont là, qui s'accumulent et qui peuvent un peu gripper les rouages, tu vois, un peu comme si un mécanisme marchait moins bien. Ouais.
cet auto-nettoyage, cette autophagie, à la fois ça va éliminer ces déchets, à la fois ça va permettre aussi de reproduire de l'énergie aussi avec, hein. On est vraiment en économie circulaire dans notre organisme, donc ça c'est chouette. Et donc, du coup, quand tu l'amplifies par le jeûne, tu vas avoir des bienfaits sur un meilleur renouvellement au niveau de ton microbiote. Donc, le microbiote, c'est la flore intestinale, c'est des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des choses comme ça, des micro-organismes qu'on a, qui ont de multiples fonctions, notamment évidemment digestives, mais qui vont permettre aussi en partie d'aider à être dans une situation la plus anti-inflammatoire possible, qui vont permettre aussi à ce qu'on ait une bonne fabrication de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui va être important pour être serein et nous aider à bien dormir ensuite. Tout ça, c'est des choses, c'est des mécanismes qui faiblissent avec la ménopause. La ménopause, si tu veux, à partir du moment où on n'a plus les hormones de la reproduction, en fait, elle servait à plein d'autres choses dans le corps. Donc, on peut avoir une thyroïde qui est un petit peu plus feignante, on a un microbiote de moins bonne qualité, on fabrique moins de sérotonine, etc. Donc, tout ça, au niveau du microbiote, ça fait qu'on a aussi un foie qui est peut-être un peu plus de mal à bien fonctionner. Tout ça, ça joue en fait sur les bouffées de chaleur, c'est un peu multifactoriel. Donc Hmm. voilà, donc là, en tous les cas, pour moi, le jeûne intermittent est maintenant mon arme anti-bouffée de chaleur. Donc je le vois très bien dès qu'il y a des périodes, bah, je t'ai parlé des vacances de l'été dernier, mais les périodes de fête, tu vois, les périodes où tu oublies un peu, tu fais un peu, voilà, bah, dès que je le remets en place derrière, je remets la situation Hmm. à niveau, quoi. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc tout ça, en fait, j'étais partie sur mon exemple pour dire que c'est très pragmatique le jeûne intermittent, dans le sens où en fonction de l'objectif que tu te fixes, à part peut-être pour la perte de poids qui peut être la plus compliquée chez certaines personnes, mais ça on y reviendra peut-être en détail tout à l'heure, tu vas voir assez rapidement des résultats. Et donc Ouais. à partir du moment où tu as des bienfaits pour toi, tu te dis, bah attends, même si tu oublies de le faire ou si tu n'as plus envie, mais tu sais que tu as eu ces bienfaits, donc tu le refais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà, c'est très simple en fait. Chacun va trouver son équilibre entre, tu as les gens qui vont être plus cyclotimiques, qui vont le faire un bon coup, puis après ils arrêtent. Et finalement, ils vont l'utiliser pour gérer leurs excès ou retrouver un meilleur sommeil, une meilleure concentration, une meilleure digestion. Puis tu as les gens qui sont hyper réguliers, qui vont être tellement bien avec ça qu'ils le gardent comme une hygiène de vie bah, au quotidien pour certains, et ça leur convient tout à fait. Mais c'est vrai que tu vois, moi je le vois, je l'ai évidemment pas fait pour perdre du poids, mais je l'ai fait à la base pour des problèmes digestifs. Et ça, accompagné évidemment d'autres choses, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, moi je l'ai vraiment très bien vécu, alors qu'au début, moi me lever et ne pas prendre de petit-déj, c'était impossible pour moi. Et comme quoi, chaque habitude, ça peut se transformer en quelques semaines. Et Ouais. maintenant, moi ce que je fais, souvent je mange vers entre 19h, souvent c'est vers 19h la semaine, ou après le week-end, je m'embête pas, ou si je sors, etc., ça n'est pas extrême non plus. Et puis je vais manger entre 11h et midi, tu vois. Alors moi, je garde le petit-déj pour le coup, mais souvent, moi, c'est une boisson en plus. Donc je le fais vers 11h au midi en fonction de ce que j'ai envie. Et j'adore, je me sens super bien, je me réveille avec une petite tisane. Je me force pas, je pense que c'est vraiment aussi un aspect important de la chose. Alors je pense qu'il y a un temps pour tout. Au départ, il faut effectivement se booster un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui a tendance à avoir eu un côté extrême, à y aller un peu trop fort, là, je le fais parce que j'aime beaucoup et je me force pas. Et puis si un week-end, je suis en week-end et que j'ai envie de manger à 9h, je le fais aussi. Tu vois, c'est un équilibre, après ça s'apprend aussi. Mais ça, je crois que là, tu as la clé du succès, en fait, dans ce que tu dis. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, si les gens le font et que la manière dont ils le font, ça leur convient pas, c'est que c'est pas le bon rythme. C'est Voilà. ça. Un jeûne intermittent, euh, ça fonctionne, c'est efficace quand ça convient à la personne. Ça doit pas être une contrainte. Ça peut être une contrainte au début, comme tu dis. Dans le bouquin, il y a une partie où, en fait, j'ai interviewé des personnes avant, après, et il y en a qui ont dû s'accrocher, certaines parce qu'elles avaient des objectifs, notamment de terrain cardiovasculaire, de perte de poids, euh, et qu'à la base, c'est une personne qui s'appelle Patricia, qui témoigne dans le livre, très bonne vivante, vraiment très bonne vivante. Et quand je lui ai proposé, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me propose là, quoi? C'est Ouais, n'importe quoi, ouais, elle est ma mort et tout. ouais. Évidemment, elle l'a fait parce qu'elle elle est comme ça. Et elle a dû s'accrocher les 3 premières semaines, elle a adapté un peu le rythme. Et puis après, mais attends, mais
et qu'elle a vu les bienfaits, elle est devenue la meilleure ambassadrice du jeûne intermittent. Elle en a parlé à son cardiologue parce que du coup, il a pu lui enlever un des deux médicaments qu'elle avait pour l'hypertension. Il lui a dit, et il la connaît depuis des années, donc il sait voilà, que c'est Ouais. compliqué avec elle, le poids, etc. Elle lui a raconté ce qu'elle avait fait. Le cardiologue apparemment était lui-même légèrement en surpoids. Il l'a fait, il a été content. Et maintenant, il le propose comme outil thérapeutique Ah, c'est dans les gens qui sont... super! Voilà. Donc cette personne, Patricia, elle a dû s'accrocher. Ça n'a pas été évident, je pense, les 3 premières semaines, comme elle me le racontait. Mais voilà. Alors après, elle ne le fait pas tous les jours. Elle le fait 5 jours par semaine. Et puis après, elle a décidé qu'il y a des périodes où elle ne le faisait pas. Et puis elle le refaisait une semaine par mois, etc. Elle se gère sur son équilibre. Et Ouais. c'est ça qui est chouette. C'est parce que du coup, faut pas que ce soit une contrainte. Tout ce qui est une contrainte, de toute façon, on le lâche au bout d'un moment. Exactement. Et c'est vrai Voilà. que je le vois aussi avec toi, notamment, je suis comme toi. Moi, jeûner le soir, c'est pas possible. J'adore manger le soir. Je le vivrais super mal. Je pense que je le vivrais comme un gros stress. Alors que le matin, en fait, naturellement, je me rends compte que mon corps, il a pas forcément besoin de manger. Et donc, ça passe très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi trouver son moment où faire son jeûne. Voilà, faut trouver son moment. C'est pas évident, parce qu'on a grandi quand même avec l'idée que le petit-déj, c'était le repas le plus important de la journée. On nous l'a seriné, on l'a nous-mêmes seriné à nos enfants. Bon, voilà, quand tu remontes dans cette histoire du petit déjeuner, euh, tu t'aperçois, donc il y a un géographe qui a écrit un livre, donc il s'appelle Gilles Fumé, il a écrit un livre sur le petit-déj qui s'appelle Feu, le breakfast, qui raconte toute cette histoire. Ça n'existait pas pendant très longtemps, le petit déjeuner, bien évidemment. Ça a été un petit peu instauré au temps, je dirais, de l'Empire britannique et puis la révolution industrielle. Donc voilà, fin 19e, quand on est dans, il faut nourrir finalement cet ouvrier qui va travailler de façon très physique, etc. Il faut lui apporter de l'énergie. Bon, après, chaque catégorie sociale l'a décliné à sa façon. Et puis nous, disons, au XXe siècle, avant d'être au XXIe, ça a été le gros marketing des années 60 avec les céréales. À l'époque, l'ennemi, c'était le cholestérol, c'était le gras, soi-disant. Et donc là, il y a eu voilà, tous ces petits déjeuners à base de céréales. Donc le petit déjeuner est devenu le repas le plus important de la journée. Donc aujourd'hui, quand tu dis à certaines personnes, quand tu leur proposes éventuellement de ne plus prendre de petit-déj, tu peux te heurter vraiment à un regard compliqué, à des idées reçues, etc. Bon, Ouais. ben voilà, il faut discuter. Pareil, un autre des témoins du livre, Marjolaine, elle a eu plein de réactions négatives quand elle a dit qu'elle arrêtait le petit-déj. Bon, finalement, après, elle a expliqué qu'elle avait lu plein d'études comme quoi c'était pas problématique, puis que ça lui convenait tout à fait. Mais ça peut être compliqué d'arrêter Ouais. le petit-déj. Et parfois, pour certaines personnes, c'est plus simple d'arrêter le dîner, soit parce qu'elles ont besoin, elles, d'avoir un objectif sur la digestion et le sommeil. Et dans ce cas-là, ça va être peut-être plus efficace pour elles. Et puis parce que voilà, elles sont peut-être dans des contextes. D'abord parce qu'elles veulent pas du tout se passer de petit-déj. C'est Ouais. Leur pour certains, plaisir. c'est leur plaisir, le meilleur repas de la journée, leur moment, etc. Pas de problème. Et finalement, 2 ou 3 fois par semaine, ne pas prendre de dîner, c'est plus simple. Voilà. Donc vraiment à chacun de trouver le repas le Ouais. repas à supprimer qui va être le plus simple dans son choix. Complètement, ouais. Mais c'est vrai qu'ironiquement, moi je pensais que le petit-déj ça serait plus compliqué, mais en fait, pas nécessairement. Donc, ouais, il faut tester. Toujours pareil, il faut tester. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, pour que l'on comprenne bien la différence, est-ce que tu peux nous rappeler comment se passe la régulation de la glycémie après un repas et lors d'une période de jeûne? D'accord. Bah, en fait, après un repas, donc quand on mange, on va avoir un apport de sucre à travers ce qu'on mange, même si on mange pas de sucre. Ça peut être juste les glucides qui vont être contenus dans les féculents, voilà, je sais pas, les pommes de terre, le riz, les pâtes. Mais des glucides, il y en a aussi un petit peu dans les légumes, il y en a un peu dans les protéines, il y en a un petit peu dans tous les aliments en fait. Donc ça va faire monter la glycémie dans le sang et en fait en réaction, on a un organe dans notre corps qui s'appelle le pancréas qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline et cette insuline en fait sa fonction c'est justement d'aider à faire rentrer ce sucre dans les cellules de l'organisme pour que la glycémie reste stable. Voilà. Ouais. Donc après un repas, on va avoir cette sécrétion d'insuline. Le sucre va rentrer dans les cellules du corps et la glycémie va redevenir normale.
À l'inverse, quand on est dans une période de jeûne et qu'on ne mange pas, la glycémie, si elle risque de trop descendre et de nous affaiblir, toujours le pancréas, il va sécréter une autre hormone qui s'appelle le glucagon, qui lui va permettre de sortir le sucre des cellules de l'organisme et de le ramener dans la circulation sanguine, avec toujours le même objectif, que la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang, reste la plus stable possible. Ah, c'est passionnant. J'adore. Je trouve ça tellement fabuleux, notre corps. Tu vois, des fois, c'est con, mais quand j'entends ce genre de truc, je me dis, mais comment tu peux te plaindre après d'avoir des bouts de gras? Tu te dis déjà, ton corps, il est tellement bien fichu, il bosse tellement pour ton organisme et son équilibre que c'est... Waouh, c'est... Voilà. Ah C'était ben ma non, petite... c'est une vraie mécanique de précision. Ouais, Après, le problème, c'est que c'est qu'on l'abîme ou qu'on l'empêche de bien fonctionner. Voilà. Bon, quand je dis on, c'est pas que nous, c'est plein de contextes, ah hein. Il y bah a oui, des bien contextes sûr. génétiques, il y a des gens voilà, qui ont des fragilités génétiques, il y a ce qu'on mange, il y a le fait que peut-être on est trop sédentaire, il Le y a tout un problème stress. de pollution environnementale, le stress. Enfin, ouh là là, c'est multifactoriel, Ouais. mais cette mécanique de précision, on est malheureusement, il y a beaucoup de manières de la dérégler, Hmm. voilà, Ouais, c'est ou sûr. de l'entraver. Mais Mm. une manière de le régler, c'est avec le jeûne et on en parle aujourd'hui. Donc c'est très bien, une Exactement. petite clé. Alors moi, ça m'intéresse pas mal l'insuline parce que j'ai l'impression que c'est un élément clé dans cette histoire de jeûne, mais notamment ce qui peut bloquer la perte de poids. Ah bah tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que pour que l'organisme fasse la bascule métabolique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire je, euh, je fabrique mon énergie non plus à partir du stock de glycogène, donc du stock de sucre, mais je vais aller taper dans les réserves des cellules adipeuses, dans les triglycérides. Ça ne peut se faire que si l'insuline est basse. Tant que l'insuline est haute, c'est-à-dire que tant que le corps sécrète beaucoup d'insuline, on va aller fabriquer des réserves de triglycérides dans les cellules adipeuses. C'est comme ça. C'est un des rôles de l'insuline. Ouais, donc tu peux Donc, pas l'arrêter si c'est enclenché, c'est ça que tu veux dire, en tout cas pas sur le moment. j'ai pas compris, Tu excuse-moi. peux pas l'arrêter si c'est enclenché, enfin l'insuline, il est au travail, il est en train de produire ça et tu peux pas le... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on apporte une alimentation qui va faire sécréter beaucoup d'insuline, euh, même si on fait le jeûne intermittent et qu'on ne mange plus pendant un certain nombre d'heures, on peut avoir il y a un mécanisme qui a pu se mettre en place dans notre organisme qui s'appelle une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que finalement, euh, notre organisme a fabriqué trop d'insuline. Euh, c'est comme si les cellules en fait ne répondaient plus à l'insuline. Mm. Donc du coup, le sucre ne rentre pas, la glycémie monte. Du coup, le pancréas fabrique encore plus d'insuline parce qu'il faut quand même que cette glycémie baisse. Voilà, c'est un phénomène de résistance à l'insuline. Et ça, il faut en venir à bout pour, pour arriver à mettre en place cette bascule métabolique entre le glycogène et les triglycérides. Tant que l'insuline est sécrétée de façon constante ou de façon trop élevée, la bascule métabolique ne peut pas se mettre en place. Donc du coup, il faudrait d'abord gérer la résistance à l'insuline avant de faire le jeûne intermittent ou ça peut aider justement? Ça peut aider, voilà, ça peut aider. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on va aider sur diminuer des sécrétions d'insuline? Bien évidemment, le jeûne intermittent aide, tout simplement parce qu'on va quand même manger moins souvent. Donc, on va moins souvent obliger notre corps à fabriquer de l'insuline. L'insuline, normalement, c'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer en permanence, hein. C'est quelque chose que le corps fabrique uniquement quand il y a des arrivées d'aliments. Et puis après, ça s'arrête et ça reprend. C'est ce qu'on appelle pulsatile. C'est pas en continu. Euh, donc, quand on mange 3 repas par jour et qu'on prend des collations parfois entre les repas, on est plus ou moins quand même sans arrêt un peu en train de solliciter son pancréas à fabriquer de l'insuline. Donc déjà, euh, de se limiter à 3 repas par jour, puis parfois de faire le jeûne intermittent et de passer à 2 repas par jour, c'est un moyen pour diminuer cette sécrétion d'insuline. Chez certaines personnes, ça suffira pas. Chez certaines personnes, ça suffira pas pour de multiples raisons. D'abord, peut-être parce que c'est des gens qui ont déjà fait beaucoup de régimes auparavant dans leur vie, donc il y a une espèce de résistance qui s'est créée de l'organisme qui se dit ah, il va encore me mettre en famine, donc pas question, je résiste. Voilà, ou parce que euh, il y a d'autres problèmes métaboliques qui font qu'il y a une résistance à l'insuline qui est très installée. Donc il va falloir travailler de pair en fait, en parallèle. Alors on va avoir plusieurs astuces.
soit on va avoir vraiment besoin de vérifier cette résistance à l'insuline par des marqueurs biologiques, des bilans sanguins. On va calculer l'insulinémie à jeun, la glycémie à jeun, puis un marqueur qui s'appelle le HOMA, par exemple, qui nous permet de voir cette résistance à l'insuline. Si c'est le cas, à côté du jeûne intermittent, on va pouvoir revoir vraiment l'alimentation, c'est-à-dire être sûr que la personne, dans sa manière de s'alimenter, elle n'a pas une alimentation qui va susciter trop de fabrication d'insuline. Mm. Donc, alors, est-ce que elle prend, certes, est-ce qu'elle prend assez de légumes? Est-ce qu'elle n'a pas trop de glucides dans son alimentation? Soit parce qu'elle mange beaucoup de pain blanc ou de riz blanc ou de pâte blanche, qu'on appelle les céréales raffinées, qui ont ce qu'on appelle un index glycémique assez élevé, c'est-à-dire qu'elles font monter beaucoup la glycémie dans le sang dans les 2 heures qui suivent leur ingestion. Alors que si pour ces mêmes familles d'aliments, on prend des choses complètes, du riz complet, du pain complet, voilà, etc., par exemple, comme il y a l'écorce du grain autour, ça veut dire qu'il y a des fibres qui sont restées et qui diminuent en fait cette production de glycémie. Donc ça fait moins de sucre qui arrive dans l'organisme, donc moins de sécrétion d'insuline. Voilà, donc est-ce qu'on a une alimentation qui fait qu'on n'a pas trop de sécrétion, euh, on n'a pas trop d'index glycémique élevé et donc de sécrétion d'insuline? Est-ce que, par exemple, il y a des faux amis, il y a des produits comme les produits laitiers qui font sécréter beaucoup Ouais. d'insuline? Alors, c'est paradoxal parce qu'en fait, ils n'ont pas énormément de glucides en Mm. eux. Bon, c'est comme ça, c'est des chercheurs australiens qui nous ont montré ça il y a plus d'une vingtaine d'années, comme quoi on peut aussi avoir des aliments qui provoquent une sécrétion d'insuline. Bon, typiquement, on va faire attention à combien on en mange, puis par exemple, on va éviter de les manger le soir. Parce Mm. que le soir, notre corps, il est fait pour progressivement nous emmener vers le sommeil, il n'est pas fait pour emmagasiner de l'énergie, puisqu'il ne va pas le dépenser. Donc, Exactement. on va essayer de mettre le moins possible d'insuline le soir aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on mange. Voilà. Bon, il y a plusieurs, voilà, on a plusieurs comme ça petits Outils. outils sur lesquels on peut travailler avec la personne. Un autre outil par rapport au jeûne intermittent, ça va être de changer la périodicité. C'est-à-dire, si la personne fait un jeûne 16-8, donc je mange sur une plage horaire de 8 heures et pendant 16 heures, je ne mange pas, puis qu'au bout de 3 semaines, il ne se passe pas grand-chose au niveau du poids, on peut faire des ruptures. On peut faire, par exemple, pendant 2 ou 3 jours, inverser, c'est-à-dire être plutôt déjà sur 18-6. Je vais manger sur une plage horaire de 6 heures et puis je jeûne pendant 20 heures, voire 20 heures de jeûne, 4 heures, plage horaire de 4 heures pendant lesquelles on prend nos repas. Voir si on est à l'aise avec ça, ne prendre par exemple une fois par semaine qu'un seul repas Mm. par jour. Voilà, il y a plusieurs astuces comme ça qu'on va utiliser à bon escient pour franchir un obstacle, déclencher quelque chose. Ouais. Et dès que c'est déclenché, on revient à ce qui nous convient, au 16-8 par exemple. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je disais en préambule tout à l'heure que la perte de poids n'est pas forcément l'objectif le plus facile avec le jeûne intermittent, alors que c'est celui pour lequel les gens le pratiquent le Ouais. plus. Voilà. Ouais. Chez certaines personnes, ça se passe très bien et ça se passe très rapidement. Chez d'autres personnes, ça ne se passe pas encore, mais ils ont des signes avant-coureurs. Ils me disent, ah bah, je digère mieux, j'ai une meilleure énergie, je dors mieux. Ok, bah donc c'est donc que le jeûne intermittent a commencé à provoquer des bienfaits sur l'organisme. Donc, ok, comment on va aider cet organisme à franchir quelques marches pour qu'ensuite la perte de poids se passe aussi? Ouais. D'accord. En tout cas, Mais c'est pardon. vrai, excuse-moi, je t'interromps, Non, c'est vrai t'inquiète. que l'insuline est la clé. Pour ça, Ouais. l'insuline est la clé. Tant il faut vraiment qu'il n'y ait plus de production d'insuline à certains moments dans la journée pour qu'il y ait la bascule métabolique entre le premier stock donc, de glycogène et ensuite aller taper dans Donc, ces triglycérides, ces ouais. cellules adipeuses qui seront qui auront une efficacité sur le poids, bien sûr. Donc ouais, donc là, si je résume un petit peu par rapport à la résistance à l'insuline, c'est à la fois le jeûne intermittent qui peut aider, mais aussi effectivement un changement d'alimentation avec des fibres plus complètes, avec une meilleure alimentation, moins de peut-être de produits laitiers, etc. Voilà, c'est ce genre de choses aussi. C'est un réglage alimentaire en plus. Alors, c'est un réglage alimentaire. Si tu fais le jeûne intermittent, mais que tu as une alimentation Oui, de fast-food, non, mais il y a ouais. je sais pas, de yaourt sucré, de bonbons, etc. Il va pas se passer grand-chose, hein. Ouais, Voilà, t'auras soyons. peut-être une meilleure digestion, mais c'est vrai que t'auras peut-être toujours C'est ça. ton Voilà. poids que tu ne veux pas, ouais, Donc, c'est clair. en général, c'est un tout. C'est OK, on se met au jeûne intermittent, puis on regarde un peu comment ce qu'on mange à côté, puis on peut le faire évoluer. Il y a toute une partie du bouquin qui y est dédiée d'ailleurs, Ouais, hein, parce que c'est souvent l'occasion de se dire, tiens, bah, peut-être que là aussi j'ai des choses à modifier. Il faut marcher sur ses 2 jambes là, hein, dans ces ouais, cas-là. ouais, Ça, c'est c'est clair. important. Ouais, ouais.
Et c'est vrai que le stress aussi il peut entraîner une résistance à l'insuline d'ailleurs. Donc en Ouais. plus, on travaille sur son stress, comme d'habitude de toute façon. Bah, comme d'habitude, parce qu'en fait, quand on est stressé, on a une réaction pareille, là aussi hormonale, de sécrétion de cortisol. Et le cortisol est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qui va provoquer un afflux de sucre dans le sang. Pourquoi? Tu Pour traverses la combattre. rue, tu as une voiture qui te fonce dessus. Tu vas te mettre à courir pour pas être écrasé. Ben voilà, c'est ça. Le cortisol te permet de courir, de réagir, de bouger, etc. Donc c'est en ça que c'est une hormone hyperglycémiante. Hmm. Donc plus tu es sujet au stress, plus tu es dans ce côté hyperglycémiant, donc insuline aussi. Ah, bien sûr, ouais. Mm. Et tu y dis, dans ton bouquin, par exemple, tu cites la cannelle hein, qui peut diminuer l'insuline. La cannelle, ouais, tout à fait, qui aide à faire en sorte que l'insuline marche mieux, c'est-à-dire fasse mieux rentrer le sucre dans les cellules de l'organisme, comme le chrome. C'est des cofacteurs en fait qui vont permettre que l'insuline fonctionne mieux. C'est Hmm. toute une mécanique aussi de précision. C'est comme s'il y avait plusieurs petites portes qui s'ouvrent, des clés qui enclenchent des serrures. Tu sais, ça fait un peu château fort, Oui, c'est mystère. ça, mais j'adore. Tu as des choses qui bougent dans la cellule, ensuite le petit récepteur qui va aller, une fois que l'insuline est rentrée, tu as toute une petite cascade de réactions et puis tu as un petit récepteur qui bouge et qui va se mettre dans la membrane de la cellule, qui va ouvrir la porte et là, ah, le sucre rentre, tu C'est mieux vois. que Fort Boyard. Et tu sais, ça me rappelle l'émission télé quand j'étais petite. La vie, ça te dit quelque chose là? C'était génial ce truc que tu voyais, tu rentrais dans toutes les cellules, tu voyais les petits abdos, c'était des petites cellules qui se pliaient. Enfin, c'était génial. Franchement, je trouve que on devrait faire ça pour les adultes pour bien comprendre comment fonctionne notre organisme, mine de rien, tu vois. Exactement, ouais, tu as tout à fait raison. Ouh, c'est un concept. Je suis en train de lancer un concept. Ouais. Alors, le jeûne amplifie l'autophagie, on en a parlé. C'est-à-dire le recyclage cellulaire. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Je ne suis pas sûre. Je suis en train de relire ma question, mais au final, tu as bien expliqué ce que c'était que l'autophagie et que le jeûne amplifiait aussi l'autophagie. Donc, non, je suis pas sûre que tu aies quelque chose à rajouter dessus. Peut-être juste sur l'aspect neuronal, Oui. c'est-à-dire que alors l'autophagie, ce mécanisme, il a valu quand même 2 prix Nobel à 2 personnes différentes, une dans les années, je crois que c'était 1976, le deuxième c'était assez récemment, en 2016. Donc il a été vraiment bien décortiqué et on a compris beaucoup de choses. Et lors du deuxième prix Nobel en 2016, il y a eu beaucoup d'impacts montrés sur le cerveau, notamment par rapport aux pathologies comme maladie d'Alzheimer, etc. Enfin, on va dire toutes ces maladies de dégénérescence neuronale. Voilà. Et donc, un des mécanismes qui a été montré comme effet positif de l'autophagie, c'est que ça permet finalement de booster des facteurs de croissance de cellules cérébrales. Si tu veux, c'est comme du coup, nous, on ressent des facultés d'attention qui sont plus élevées, une meilleure concentration, une meilleure mémorisation, tout simplement parce qu'il y a du coup plus de neurones, des neurones qui se refabriquent, des neurones qui se connectent mieux les uns aux autres. Donc, voilà, dans le langage courant, on va se dire, tiens, on a plus d'acuité, Ouais, on est plus vif d'esprit, etc. exactement. Donc ça, voilà, juste pour le préciser, parce qu'il y a des gens qui font le jeûne intermittent dans cet objectif, ils se sentent moins efficaces, etc. Et donc ça, c'est aussi un des mécanismes, évidemment, de l'autophagie qui permet ça. Hmm. Ah, très intéressant. Et moi je me demandais quels sont les bienfaits en fait de l'organisme et l'avantage que le jeûne intermittent a par rapport aux autres pratiques de jeûne. Qu'est-ce qu'il a? Il est complémentaire, je dirais. C'est-à-dire que euh, tu peux tout à fait te dire, tiens, je vais me lancer, je vais aller faire une semaine de jeûne, et puis je vais lancer la machine, je vais changer mes habitudes, etc. Tu vois, genre la personne qui est engluée dans son quotidien et qui sait que pour changer quelque chose, elle a besoin de sortir de sa routine. Ouais. Clac. Et du coup, quand tu reviens chez toi, où tu as repris des bonnes habitudes, tu as vu des bienfaits, le jeûne intermittent, il peut être la continuité de ça. C'est-à-dire de garder quelque chose comme une hygiène de vie au quotidien. Donc, en ça, c'est complémentaire. Donc, soit tu peux démarrer par un jeûne d'une semaine et continuer le jeûne intermittent, soit à l'inverse, tu fais le jeûne intermittent et puis tu peux te dire, c'est pas assez, j'ai envie de tester
le jeûne d'une semaine quelque part pour aller encore plus loin. Donc, Mm. ils sont vraiment complémentaires. Le jeûne intermittent, tu le fais chez toi tous les jours, ça te coûte rien, c'est simple. Le jeûne d'une semaine, bon, il y a des personnes qui le font chez elles hein, et qui savent très bien gérer ça. Mais si tu veux t'extraire de ton quotidien, y aller, bon, bah, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre démarche. Il faut trouver le temps, éventuellement pouvoir le financer, etc. Donc, mais pour moi, ils sont complètement Tout à complémentaires. fait. Et Voilà. c'est vrai que quand tu débutes, ou même juste parce que tu aimes bien aussi profiter de la vie et que tu n'as pas envie de te couper pendant une semaine, ça te paraît compliqué. Je pense que le jeûne intermittent, c'est se rendre au service tout aussi en se faisant plaisir, puisque après, tu as 2 autres repas que tu peux faire dans la journée. Il y a aussi, tu vois, c'est pas aller trop loin, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, pour en revenir au livre, il y a une personne qui témoigne qui s'appelle Claudie, qui est une femme qui a, on va dire, autour de 55 ans et qui, elle a toujours, mais beaucoup moins, une addiction aux bonbons. Mais Ah une oui, addiction sévère quand même. je me Hein, souviens. des bonbons tous les jours, les bonbons, voilà, les Haribo, etc. Euh, et elle a réussi à casser ça en combinant les deux, mais en démarrant par un séjour de jeûne, et après en mettant en place le jeûne intermittent. Et chaque année, elle essaye de garder la possibilité d'aller faire un séjour annuel, ce qui n'est pas évident, voilà, dans son emploi du temps, etc. Et voilà, les deux associés font que elle est sortie de son addiction aux bonbons et elle a évidemment complètement changé sa manière de s'alimenter, etc. progressivement. Hmm. Donc voilà, donc les deux peuvent être aussi très très bénéfiques par rapport à une problématique de santé qu'on veut faire évoluer. Ouais. Ouais, c'est top. On a parlé un petit peu du microbiote, mais en quoi le jeûne peut aider le microbiote et des pathologies comme la dysbiose, par exemple? Alors, bah ça c'est assez simple, c'est-à-dire que donc le microbiote c'est 100 000 milliards de micro-organismes. Donc c'est Tout énorme, hein, petit c'est peu. plus que les cellules de notre corps. Et, euh, et donc on a un microbiote qui fonctionne bien quand il est riche, c'est-à-dire quand il y a une diversité. Il y a différentes familles, donc il y a une belle diversité. Et puis quand les familles sont bien équilibrées, les familles de micro-organismes. Et on rentre dans un état de dysbiose, de déséquilibre. Ça veut dire qu'on va avoir à la fois un appauvrissement de la diversité, donc moins de familles, et aussi un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on peut avoir certaines familles qui vont devenir ce qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire trop nombreuses par rapport aux autres. Donc le jeûne intermittent là-dessus, il va permettre de modifier en fait la composition du microbiote. Il va permettre d'augmenter les bonnes familles de bactéries, celles qui nous rendent service. Euh, il va permettre en fait de rééquilibrer, c'est-à-dire que celles qui étaient trop nombreuses vont revenir à leur juste niveau, celles qui peut-être étaient trop en baisse et qui sont indispensables pour qu'on Mm. digère bien vont remonter. Notamment, si tu veux, des familles de micro-organismes qui permettent de fabriquer ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, butyrate ou des noms comme ça. C'est hyper important parce que ça fabrique une sorte de mucus. Hein. Ce mucus permet d'avoir une imperméabilité de la paroi intestinale. Il nous protège. Il nous protège contre des phénomènes inflammatoires. Mm. Donc, ce qui veut dire que ce microbiote, quand il est bien dans sa composition en termes de micro-organismes, non seulement on digère bien, on n'a pas mal au ventre, on a une bonne immunité, on est aussi dans un terrain inflammatoire juste. Donc, on ne va pas développer des pathologies auto-immunes, articulaires ou digestives ou autres. On ne va pas avoir des réactions inappropriées, inflammatoires si on est malade, etc. Donc, le jeûne intermittent sur un microbiote en dysbiose, il va permettre progressivement de modifier comme ça sa composition et de remettre en place l'équilibre entre les différentes familles. Est-ce que c'est notamment l'autophagie qui aide à ça? Exactement. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Ça, là, c'est vraiment, alors, à la fois le phénomène d'autophagie qui va être le principal. Euh, Deuxième chose aussi, quand tu fais le jeûne intermittent, on considère que souvent tu améliores ton alimentation, hein, ce qu'on Oui. disait à l'instant. Donc forcément, tu vas manger moins de sucre, moins de choses qui vont abîmer le microbiote. Donc tu vois, tu le répares et tu limites les éléments qui l'abîment. Hmm. Voilà. Et Mais c'est l'autophagie qui est primordiale. ouais. Je pensais à ça. Du coup, on considère un jeûne, en tout cas un peu efficace pour ce genre de réflexion que tu viens de nous partager. Est-ce que c'est à partir de 12 heures ou de 16 heures ou de 14 heures? Finalement, c'est à partir de combien de temps? La moyenne, c'est à partir de 16 heures.
À D'accord. partir de 16 heures, on constate quand même des effets plutôt efficaces. Voilà. Mm. Après, après, il faut les atteindre, les 16 heures. Si c'est compliqué au début d'atteindre 16 heures, tu peux commencer à espacer les repas. Tu vois, tu prends ton dîner plus tôt le soir, le petit déjeuner un peu plus tard, tu bénéficies du jeûne nocturne. Donc, ça va être facilement 10 heures, puis 12 heures, puis 14 heures. Puis finalement, sauter le pas pour arriver à 16 heures, ça va se faire Ouais. assez régulièrement. Au niveau des études dans la littérature scientifique, là où il y a le plus de choses, c'est quand même sur 16 heures. D'accord, ouais. Good reminder. Et alors, on a un petit peu aussi parlé tout à l'heure, mais le fait de pratiquer le jeûne de manière quotidienne, est-ce que c'est important, même si on se sent bien, que voilà, tout se passe très bien, on a notre rythme, est-ce que c'est important de casser ce phénomène de jeûne de manière peut-être régulière, ou tu vois, par exemple, si ça fait 6 mois que tu pratiques le jeûne intermittent, est-ce qu'il est efficace de, tiens, pendant une semaine ou pendant un week-end, je vais casser le jeûne, je vais manger à 9 heures par rapport à midi, tu vois, est-ce que ça peut apporter quelque chose? C'est-à-dire que le corps ne s'habitue pas à ça et peut-être est moins efficace quelque part? Écoute, là, franchement, je ne sais pas répondre à ta question. J'ai vu ça dans aucune étude, tu vois, dans ce que j'ai consulté pour écrire le livre. Euh, non, moi, ce que j'ai vu, c'est que au long cours, quand ça convient à la personne, ça peut être quotidien, ça pose pas de problème, et que le fait de ne pas le respecter tout le temps est aussi quelque chose de très bien pour la personne. Si ses objectifs sont atteints et si elle est équilibrée comme ça pose aucun problème. Ouais, Voilà. d'accord. Les personnes qui vont le faire, alors est-ce que tout le monde le fait vraiment au quotidien sur un long terme? Je sais pas. Il y a des gens qui te disent qu'ils le font. Après, ils vont te dire aussi, oui, bon, bah là, je suis partie en week-end avec des potes, ou là, j'étais chez ma grand-mère, et donc je l'ai pas fait, tu vois. Donc je pense quand même que dans le côté pratique chez les gens, il y a toujours un moment où ils le font pas, à mon Oui. avis. Et je pense Voilà. que c'est vraiment important. Par exemple, si oui, tu as ton repas ou tu es chez ta grand-mère, etc., bah, l'important c'est d'avoir du plaisir et puis on reviendra à Oui, sa routine avec motivation, puisque justement on aura un petit peu changé ce qu'on faisait et on se sera fait plaisir en famille ou avec des amis. Donc, tout à fait. ouais. 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 Est-ce qu'on peut le pratiquer quand on est enceinte, notamment si notre organisme il est habitué? Alors non, enceinte, c'est alors voilà, il y a des périodes de vie où c'est déconseillé. Donc tout ce qui est la période grossesse, allaitement, c'est pas conseillé parce qu'on est même si notre organisme il est habitué, on est quand même dans la fabrication d'un individu, un petit fœtus qui va grossir, qui a des besoins. Voilà, donc je pense que c'est pas conseillé à ces périodes de vie. Euh, En plus, ce que tu peux avoir quand même assez facilement pour un certain nombre de femmes les 3 premiers mois, du fait des changements hormonaux, tu peux avoir toutes ces histoires de nausées, de gênes. Donc, ce sera plus simple à ce moment-là de faire 3 petits repas dans la journée que 2 repas plus importants, tu vois. Donc, Ouais. non, je pense que c'est des périodes de vie où il ne faut pas le faire. Ouais, effectivement, se réveiller et puis manger plutôt que d'habitude, quoi. Après, tu peux manger un petit quelque chose, tu n'es pas obligé de manger beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Le petit déjeuner, à ce moment-là, quand tu es enceinte, le petit déjeuner protéiné salé, c'est pas obligé d'être énorme, hein, mais de manger un œuf à la coque, je sais pas, une petite tartine d'avocat, voilà, des petites choses simples comme ça, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Et j'ai déjà entendu que les femmes avec leurs hormones ne devaient pas dépasser par exemple 16 heures de jeûne, voire 14 heures. Qu'est-ce que tu en penses? Avec leurs hormones, Ouais, c'est-à-dire. le fait que bah, les femmes, voilà, il y a toute une histoire d'hormones. Je sais que j'ai entendu plusieurs fois parler de pour protéger les hormones, pour que c'est justement je pense, ça ne les perturbe pas. Il faut pas non plus aller trop loin dans ce jeûne intermittent parce qu'il y a des gens qui vont, tu sais, à 20 heures. Enfin, t'as déjà vu sur Instagram 24 heures limite. Enfin, 21 heures, je veux dire, pas Ouais. 24 heures, sinon tu bouffes pas, mais tu vois, ce genre de choses. Oui, mais c'est enfin oui, alors moi je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que ça, c'est limite au-delà du 16 heures, tu le fais de façon temporaire pour franchir une marche, pour voilà, franchir un obstacle, débloquer quelque chose, et c'est principalement dans la perte de poids, débloquer quelque chose parce que, il y a une physiologie à booster un peu. Donc tu vas le faire 2 jours, 3 jours, puis tu reviens au 16-8, etc. Oui, c'est pas forcément conseillé, effectivement, de faire plus que le 16-8 au long cours. Tout à Hmm. fait d'accord. Ouais. Ouais. Parce que sinon, ça se pourrait être quoi les conséquences finalement si tu faisais ça? C'est que le corps se fatigue? C'est quoi?
Bah, il peut y avoir des changements dans la production hormonale. Là, je suis pas capable de te répondre en Hmm. détail. J'en sais Non, mais c'est rien. intéressant, ouais. Faut... Aussi. La mécanique hormonale, c'est une mécanique de précision, hein. Donc, moins on la bouscule, mieux c'est quand même. Ouais. En plus, c'est une mécanique qui a une chronobiologie. Les hormones ne sont pas toutes sécrétées au même moment. Elles sont, comme je disais tout à l'heure, pulsatiles pour certaines, donc pas en production constante, etc. Donc, l'hormonal, oui, il faut essayer quand même de le bousculer le moins possible. On est bien d'accord. Hmm. On en a souvent parlé, notamment pour le cancer. Est-ce que ça peut aider lorsqu'on a une chimio où tout dépend du profil de la personne? Ouais. Alors, là-dessus, c'est Walter Longo, voilà, je cherchais son nom, qui est un médecin italien qui a travaillé aux États-Unis, etc., qui a le plus écrit là-dessus. Donc, alors, c'est vrai que, bon, lui, dans sa pratique hospitalière en Italie, etc., il va se permettre d'aller assez loin avec ses patients parce qu'il les a sous la main et sous le contrôle, mais de toutes ses recherches et de tous ses écrits, et puis évidemment, il n'a pas été le seul à faire ça, il est clair que de pratiquer, euh, de pratiquer le jeûne intermittent, alors le jour de la chimio, par exemple, ou la veille de la chimio, ça peut être pas mal. Dans le sens où déjà on va mettre le moins possible de glucides dans son organisme, sachant que les cellules cancéreuses se nourrissent de ça, mais ça va permettre aussi finalement à ce que l'organisme ait beaucoup d'énergie et que la chimiothérapie soit la plus efficace possible dans le travail qu'elle a à faire. Voilà, Hmm. c'est un peu ça. Et la troisième chose, c'est moins d'effets secondaires. Voilà. Donc, après, c'est à voir, encore une fois, sur l'état de fatigue, l'état d'énergie de la personne. Euh, Si tu as une personne qui est pas fatiguée, Hmm. qui est en bonne santé, euh, tu peux lui proposer ça. Si tu as quelqu'un qui est déjà bien engagé dans sa chimio, qui a eu beaucoup d'effets secondaires, qui a beaucoup de mal à manger, par exemple, et qui a perdu du poids et qui est pas gros, ça va pas forcément, on va pas lui conseiller ça, parce que là, il faut surtout qu'il ait de l'énergie et de la vitalité. Donc, on va s'adapter. Mais oui, c'est pratiqué par donc ce médecin Walter Longo. Voilà, il y a plein d'écrits hein, sur lui, c'est très facile à trouver sur Internet. Ouais. Lui, il propose des protocoles de jeûne, donc jeûne hydrique hein, toujours, veille de chimio, jour de chimio, lendemain de chimio, ou 2 jours avant la chimio. Enfin voilà, il propose des protocoles comme ça, bien sûr. Oui, Et avec des effets évidents constatés en clinique. Alors, les effets secondaires, diminution des effets secondaires, ça c'est la première chose. Et les gens restituent dans leurs témoignages un sentiment de moins grande fatigue, de bien meilleure énergie, etc. C'est important parce qu'on sait que dans ce genre de pathologie, le moral Hmm. et l'envie qu'on va avoir de s'en sortir comptent pour beaucoup, en Ouais. dehors de la chimie pure qu'on va recevoir dans l'organisme pour traiter le cancer, bien sûr. Ouais. Donc par exemple, ce serait, si on est plutôt en vitalité quand même, on n'est pas trop fatigué comme tu l'as dit, ne pas se nourrir la veille, ne pas se nourrir le jour J, et donc peut-être se nourrir en fin de journée après, après cette chimio, c'est ça? Ouais, après cette chimio, ouais. Ouais. Ou ça peut être se nourrir très légèrement la veille, c'est-à-dire ne pas prendre de glucides, prendre principalement voilà, des légumes, un petit peu de protéines, mais des protéines très soft à digérer, un œuf à la coque, un petit peu de blanc de volaille si on mange de la volaille, etc., ou du poisson blanc par exemple. Euh, Ne pas manger le jour de la chimio, s'hydrater beaucoup, toujours de l'eau, des tisanes, etc. Et ne remanger que le lendemain de la chimio. Ah, même pas le soir, a priori, d'accord. Bah, non, Oui, peut-être le ce soir en sera pas bien. général, les gens, c'est pas forcément des moments où ils ont envie de manger, hein. Ouais, ouais, c'est ça, oui, effectivement, je me rends pas compte. Mais tu parlais du jeûne hydrique, on est bien d'accord que c'est par rapport à ne pas boire. S'hydrate. Non, le jeûne hydrique, c'est le jeûne, on ne mange pas, mais on boit. Ah, d'accord, ok, voilà. Hydrique. Tu vois, je Non, pense que je c'est suis pas la seule, donc je préfère être ouais, sûre. la différence avec le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est le jeûne du ramadan. Voilà, ok, Hein, oui. tu manges pas, tu bois pas pendant un certain laps de temps. Ouh. Voilà. Non, non, à chaque fois, tout ce dont on a parlé là, c'est le jeûne hydrique, c'est-à-dire on mange pas, mais on s'hydrate. Voilà, merci pour cette petite clarification. Si on a l'habitude de faire du sport le matin, mais que l'on pratique le jeûne, même quelques heures après, c'est-à-dire qu'on ne mange pas quelques heures après, est-ce que ça peut stresser l'organisme et du coup avoir l'effet inverse? Puisque le sport, finalement, c'est du stress pour l'organisme.
Le sport, oui, c'est une forme de stress pour l'organisme, mais c'est aussi un moyen de prolonger les effets positifs du jeûne, puisque on va être plus en état de cétose plus facilement, on va plus euh, aller taper dans les réserves de triglycérides, etc. Euh, le glycogène, le stock de glycogène dont on a parlé, il y a plusieurs stocks de glycogène. Il y en a un qui est dans le foie, c'est celui qui va servir à relarguer du sucre dans le sang quand il y a besoin. Et le glycogène des muscles, lui, il sert qu'aux muscles. Donc, quand il y a un effort, si tu veux, de sport et musculaire, les muscles vont utiliser leur propre stock de glycogène. Le sport augmente, quand on fait du sport, on augmente notre métabolisme basal, c'est-à-dire la façon dont notre organisme brûle de l'énergie. Donc, on va brûler plus de choses plus rapidement. Euh, donc c'est un stress physiologique, mais qui est géré quand même par les compétences propres de l'organisme. Mm, Donc si tu t'alimentes dans les 2 heures qui suivent, enfin juste après ou dans les 2 heures qui suivent, c'est en fonction de la fenêtre de jeûne intermittent. Alors ça pose pas de problème, tout dépend de ce que tu fais. Je parle d'une activité physique classique qui correspond à ce qu'a l'habitude de faire la personne. Si tu pars sur un ultra trail, Oui, non, bien sûr. non, non, mais voilà, là, c'est un gros stress, tu vois ce que je veux dire. Mm. Si tu fais de l'activité physique, mais que d'un seul coup, tu vas avoir une séance plus intense, dans ce cas-là, tu vas manger après ton sport, même si c'est pas, même si tu respectes plus ta fenêtre de jeûne intermittent total, tu Ouais, vois. ouais. Même si tu auras que 12 heures ou 14 heures de jeûne au lieu de 16 heures. Si tu as fait une activité physique beaucoup plus intense en termes d'endurance, de cardio, j'en sais rien, hein, tu vois. Là, dans ce cas-là, mieux vaut effectivement s'alimenter, se réalimenter assez rapidement après le sport. Et en toute logique, quand on a un corps assez fin, est-ce qu'on a moins de réserve de glycogène dans les muscles puisqu'on a moins de muscles? J'imagine que oui. Ben, non, parce qu'en fait, dans chaque corps, enfin, je ne sais pas te répondre, dans chaque corps, on a une part musculaire. Tu as des gens qui sont plus corpulents, mais qui n'ont pas beaucoup de muscles pour Oui, autant. oui, c'est vrai. Tu vois. Il y a la masse grasse, il y a la masse Ouais. musculaire. Plus tu fais du sport, plus tu gagnes en masse musculaire et plus ton métabolisme basal augmente. Donc, plus tu vas brûler et avoir moins de graisse, de gras, Vrai. de Mm. graisse. Voilà. Mais après, les compositions corporelles sont pas du tout égales d'un individu à l'autre, hein. Ouais. Tu peux avoir deux individus fins et tu vas en avoir un qui va avoir plus de muscles que l'autre. Enfin voilà, Ouais, ouais, ouais. Non, donc je sais pas répondre. non, mais ouais, non, mais c'est Voilà. intéressant en tout cas d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, puisque le jeûne intermittent est un stress pour l'organisme, entre guillemets, j'imagine que c'est un petit stress, comment il est bénéfique si on est déjà très stressé dans notre vie, par exemple? Alors, bah, le jeûne intermittent, quand tu dis que c'est un stress pour l'organisme, euh, Tu vois, je me dis aussi, que, tu vois, le fait de ne pas manger, etc., il y a une sorte de petit stress pour l'organisme. Il est où elle est où la nourriture ou je ne sais quoi? Je me dis que ça doit provoquer un petit peu de stress, ou en tout cas, je sais pas, un chamboulement un petit peu de l'organisation du corps. Et donc je me disais, si on est déjà très stressé, est-ce que ce genre de choses, ça peut pas nous stresser un petit peu davantage? ah oui, d'accord. Alors, le jeûne intermittent, quand il est OK pour la personne, c'est qu'il provoque plus du tout ce genre de stress dont tu parles. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu te dis ah j'ai pas mangé, je vais dépérir, je me sens pas bien, j'ai faim. Tu vois. Si c'est une obsession permanente, effectivement, c'est que le rythme choisi ne convient pas. Hmm. Donc dans ce cas-là, tu rajoutes du stress. Après, on part sur une personne qui est stressée, qui se dit je vais me mettre au jeûne intermittent, mais à qui ça fait un peu peur. Hmm. Tu vois, voilà. Bon, bah, elle va surmonter, peut-être avec des exercices de respiration, de cohérence cardiaque ou autre, ce moment d'adaptation au jeûne intermittent. Si au bout de 15 jours c'est passé, tout va bien. Si au bout d'un mois, elle est toujours dans le même état de stress, c'est que ça lui convient pas et il faut arrêter. Hmm, d'accord, oui, bah c'est Voilà. du bon sens en fait, tout Ouais, c'est simplement. ça. Voilà. Ok. Non, non, encore une fois, le jeûne intermittent, ça doit, enfin, si on veut le garder au long cours et que c'est une pratique qui nous convient, on le sait juste parce qu'on n'y pense plus du tout. Hmm. Parce que ça s'est inscrit dans notre quotidien et que tu n'es pas là à dire, bon, allez, demain, je vais jeûner. Non, en fait, tu n'y penses même pas. Tu te Hmm. lèves, tu prends ton verre d'eau, ta boisson, je sais pas quoi, tu passes à autre chose et c'est seulement au moment de midi, tu dis, tiens, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je me prépare quelque chose, enfin, voilà, selon chacun. Mais en fait,
tu réfléchis plus à te dire je dois me préparer 3 repas par jour. Tu réfléchis à 2 repas par jour. Donc en fait, à Ouais. partir du moment où tu n'y penses plus, c'est là que c'est un succès. D'accord. Ouais, non mais bien sûr, totalement. Et ça me fait plaisir de me Oublié. dire d'ailleurs que moi c'est un succès puisque je n'y pense plus. Donc, et ça fait très longtemps d'ailleurs. Mais est-ce que physiologiquement parlant, c'est quand même une forme de stress pour l'organisme ou pas alors? Le jeûne intermittent? Le fait de, ouais, si tu veux, d'agrandir cette fenêtre où tu ne manges pas. Est-ce que c'est peut-être un stress que au début pour le C'est un temps stress. d'adaptation? Oui, exactement. D'accord. C'est un stress au début parce que physiologiquement, tu vois bien qu'il y a des mécanismes qui doivent changer, ne serait-ce que la bascule métabolique dont on a parlé, etc. Donc, c'est comme dans tout dans la vie, les temps d'adaptation, on a un peu de mal, hein, Ah, on les humains. n'aime pas ça, on n'aime pas Ah, ça. ah, on n'a pas, hein. Et puis parfois, en avançant en âge, on se rigidifie un peu. On aime encore moins. Alors, il y a quelque chose là qui peut être super intéressant, c'est vraiment tous les exercices qui nous permettent de travailler sur notre système neurovégétatif. Notre système neurovégétatif, c'est notre système nerveux, mais qu'on ne contrôle pas avec notre volonté, qui est dit autonome, hein. Il est autonome, il fait ce qu'il veut en fait, C'est ça, le coquin. automatique. Ouais, c'est ça, automatique. Et dans le système neurovégétatif, il y a 2 branches. Il y a une branche, on est en action, et il y a une branche réparation. Et quand on... Alors, je vais donner après des exemples de comment on peut travailler dessus. Donc, il innerve, il y a des branches qui partent directement du cerveau, il y en a d'autres qui vont tout le long de la colonne vertébrale, etc. Il innerve notamment tout le digestif. Voilà, c'est pour ça que stress et inconfort digestif vont souvent de pair. Bien sûr, c'est Voilà. clair. Donc, ce système neurovégétatif, en fait, quand on fait des exercices pour nous mettre pour arriver à repasser facilement de la branche action à la branche réparation, on gagne cette adaptabilité, je vais y arriver, qu'on a perdue et qui fait aussi que ça génère moins de stress physiologique pour l'organisme quand on va mettre en place des changements comme le jeûne intermittent. Et pour arriver à regagner cette oh, Adaptabilité. Moi aussi, du coup. Ce mot. entre action et réparation, il faut s'entraîner. C'est comme un entraînement, comme quand on fait du sport, etc. Il y a une vraie plasticité à obtenir. Donc, on fait avec des exercices de cohérence cardiaque, tous les exercices de yoga sur lesquels on va travailler la torsion dorsale. Il y en a plein dans les exercices d'équilibre, dans des exercices de rotation de la colonne, etc. Ça va travailler sur tout ce système neurovégétatif. En fait, l'objectif, c'est de obtenir ce qu'on a quand on est enfant. Quand on est enfant, on passe du rire aux larmes en 1 seconde. Et Ouais. c'est ça qu'il faut qu'on obtienne après avec notre système neurovégétatif. Et plus on obtient ça, plus on obtient la faculté d'être à fond et puis de se dire, OK, là, je prends du temps pour moi, puis on sent que on se répare, notre médecin intérieur, il travaille, on se Hmm. calme, etc. Plus quand on va mettre en place des choses comme le jeûne intermittent, ça va se faire plus facilement avec beaucoup moins de stress physiologique dans notre organisme. Ouais. Hmm. Flexibilité, ouais, Et ouais, adaptabilité. Ouh, j'ai bravo, réussi à le dire. J'ai un bon point. c'est ça. Alors on a parlé de l'allaitement et puis de la femme enceinte, mais est-ce qu'il y a d'autres contre-indications en fait où on ne peut pas avoir recours au jeûne intermittent? Oui, tout à fait. Alors, il y a les périodes, on va dire, de personnes qui seraient très fatiguées, personnes qui sortent d'une chirurgie, qui sortent d'une infection, tu vois, un terrain comme ça malade. Donc là, effectivement, c'est contre-indiqué jusqu'à temps que la personne se remette et ait de la vitalité. Il y a tout ce qui est autour de l'enfance et de l'adolescence en général. Alors, il y a plein d'ados qui ne mangent pas le matin, hein, voilà. C'est Donc, ils le vrai? font naturellement. Bah Ouais. oui, il y a plein de. À l'adolescence, tu as plutôt envie de dormir un peu plus tard le matin que de prendre un petit déj. Donc, il y en a plein qui le font naturellement, mais c'est une période où on ne va pas forcément le conseiller parce qu'il y a aussi la croissance à respecter, etc. Tout ce qui est autour des troubles du comportement alimentaire. Donc, Ouais. si on a eu des problèmes d'anorexie ou de boulimie, changer l'alimentation comme ça, c'est pas forcément OK, tu Bah, vois. tu Donc, peux aller dans les extrêmes quoi, après. ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque Hmm. chose qui va pas forcément être bien maîtrisé. Après, il y a tout ce qui est autour du diabète. Alors, le diabète, il y a des pour et des contre. Hmm. Euh, le conservateur un peu traditionnel va dire non, surtout pas, ou en tous les cas, il faut le faire avec son médecin, bien sûr. Il faut l'expliquer au médecin parce que forcément, comme il va y avoir un impact sur les taux d'insuline et de glycémie, il va falloir réadapter les médicaments. Ouais. Voilà. À côté de ça, la plus grosse littérature scientifique canadienne et américaine là-dessus
porte là-dessus. Tu as des cliniques entières là-bas où on pratique le jeûne intermittent pour améliorer ces situations de diabète. Mm. Donc ça marche très bien. Effectivement, il vaut mieux, si on a des médicaments, il faut en parler au médecin pour qu'il puisse adapter les médicaments. Mais maintenant, il se passe quoi? Maintenant, il se passe que tu as plein de gens qui ont du diabète de type 1, donc celui qui est insulinodépendant, mais qui ont un capteur dans le bras. Ce capteur calcule en permanence leur taux d'insuline, de glycémie et d'insuline, et il leur permet d'adapter en permanence la quantité d'insuline dont ils ont besoin. Donc ces gens-là, en fait, ils savent s'autoréguler eux-mêmes, ils voient le médecin endocrinien une fois par an, c'est tout. Et donc, puisqu'ils ont leur propre ajustement grâce à ce capteur, quand ils mettent en place le jeûne intermittent, forcément, leur glycémie, leur insulinémie va s'améliorer, enfin leur glycémie surtout, et donc les injections d'insuline vont être appropriées à cette évolution de la glycémie. Ah, donc tu veux dire que cette machine est pratique parce que tu vois à quel point ça a changé avec le jeûne Exactement. intermittent. Exactement. Un des témoins du livre, Kate, me racontait que son mari est donc insulinodépendant comme ça. Et donc, ils ont effectivement changé leur alimentation, fait le jeûne intermittent, etc. Et lui, il a dû perdre, je ne sais pas, une dizaine de kilos en un an ou quelque chose comme ça. Et ses injections d'insuline ont diminué de 60%. Waouh, c'est quand même énorme. Donc ça, c'est avec ce capteur. Donc, si tu veux, il n'avait pas besoin d'aller chez le médecin Bah puisqu'il oui, savait grâce au capteur ce dont il avait besoin. Et hyper quand motivant. l'endocrinien était, pareil, impressionné par les résultats. Et du coup, avec les gens qui ont ce genre de capteur, il n'y a pas de risque pour eux, si tu veux, qu'ils tombent en hypoglycémie, ce qui serait C'est très super, grave. ouais. Hein, Hmm. voilà. Donc, en revanche, ceux qui n'ont pas de capteur et qui ont une médication plus classique, donc peut-être les gens qui sont plus en diabète de type 2, dans ce cas-là, le jeûne intermittent est super positif pour vous, mais à faire effectivement absolument en parlant au médecin, parce que comme il va y avoir une évolution sur la physiologie, il faut adapter les médicaments. Mais Voilà, en tout cas, on est d'accord que tout en étant effectivement en étant suivi par son spécialiste, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui est diabétique. absolument. Voilà. Mais si tu demandes, tu es obligé de dire que c'est contre-indiqué pour pas que la personne le fasse tout seul dans son coin Bien et sûr. prenne un risque d'avoir des hypoglycémies qui pourraient être graves pour sa santé. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est vraiment ouais, ça donne de l'espoir pour ceux qui souffrent de ça. Est-ce qu'il y a un process, des étapes à suivre quand on commence le jeûne intermittent? Alors, il y a deux formes de process. Il y a le process je commence demain et j'y vais directement. Voilà. Et tu as plein de gens chez qui ça marche. Après, il y a le process de se dire ça me fait un peu peur ou je sais que j'ai des choses à changer dans mon alimentation, donc j'y vais par étapes. Alors, étape numéro un, je décide que déjà je décide que c'est le petit déjeuner que je vais arrêter, mais jusqu'à présent, je prends un petit déjeuner classique français sucré, le verre de jus d'orange, les tartines pain beurre confiture ou la viennoiserie, le café sucré, le yaourt aux fruits, enfin bon. Donc j'ai un petit déjeuner De hyper... merde. Pardon. J'ai oublié les cornflakes et le lait, mais j'ai un petit déjeuner hyper glycémiant que j'ai pris le matin à un moment où j'ai déjà pas mal de sucre dans mon sang parce que j'ai été réveillée grâce au Cortisol. cortisol. Donc j'ai déjà mon hormone hyperglycémiante qui m'a dit vas-y réveille-toi, bouge, c'est l'heure. Je rajoute un petit déjeuner hyperglycémiant. Donc là, c'est compliqué. Ça veut dire que si j'arrête du jour au lendemain ce petit déjeuner, je risque d'être fatiguée, d'avoir des coups d'hypoglycémie et donc de me dire ça marche pas et de pas tenir 3 jours. Hmm. Donc la première étape, ça pourrait être de passer à un petit déjeuner protéiné salé. Voilà. Donc, on s'inspire de tous les pays du monde, sauf de la France et des États-Unis. C'est Et clair. voilà, il y a plein d'exemples, j'en donne dans le livre. On passe à un petit déjeuner protéiné salé qui fait que quand on le supprimera ensuite, on aura moins ce risque d'à-coup, d'hypoglycémie, de grosse fatigue dans la matinée. Donc ça, c'est une première possibilité, une première étape. La deuxième étape, c'est déjà si on avait 3 repas et 2 collations, c'est de supprimer progressivement les collations, de passer de 5 repas à 3 repas par jour. Ensuite, l'étape suivante, ça peut être d'agrandir le temps entre, par exemple, le repas du soir et le repas du matin. Donc, on dîne plus tôt, on des petits déjeuners un peu plus tard, et progressivement, comme ça, on peut aussi arriver à supprimer le petit déjeuner et que ça passe quasiment inaperçu. Voilà. Hmm. Peu à peu, quoi, de toute Effectivement, façon. il y a des étapes comme ça qui peuvent être intéressantes pour s'y mettre. Ouais, ouais, ouais. Et alors, si on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a faim, le premier réflexe, c'est de boire. Mais Ouais. vraiment, on boit un grand verre d'eau. On n'y pense pas. Pourquoi?
quand on mange, en fait, quand on prend 3 repas par jour, l'alimentation nous hydrate. Il y a une partie de notre hydratation qui vient de l'alimentation. Le fait de plus manger pendant un repas, on va se déshydrater. Et souvent, la sensation de faim, elle vient de là. On boit un grand verre d'eau, on attend 5 minutes. Si c'est passé, tant mieux. Pareil, si on avait un peu mal à la tête, c'est parce qu'on est déshydraté. Donc là-dessus, il faut vraiment boire. Mm. Après, si on a encore faim, bah, il y a la stratégie de se dire, il n'y a pas d'enjeu à réussir le jeûne intermittent là tout de suite. Demain est un autre jour. Je mange et je retenterai demain. Ouais, Voilà. c'est ça. Hein. Après, il y a la stratégie de se dire, bon, bah, peut-être que j'ai faim et je me dis que j'ai faim parce que je m'ennuie ou parce que j'y pense trop. Donc à ce moment-là, on fait quelque chose. On peut aussi aller marcher ou méditer, On ça peut aide un marcher, peu. on peut faire du bricolage, on peut jardiner, on peut faire des choses manuelles, on peut lire, voilà, on peut faire quelque chose de concret qui fait qu'on n'y pensera plus. Ouais, Voilà. complètement, ouais. Mais vraiment, le premier réflexe, c'est de boire. Mais je suis d'accord et ça me rappelle, tu sais, j'avais un examen un jour, je sais plus si c'était une coloscopie ou une gastroscopie, et donc je devais boire beaucoup de litres d'eau, et en fait j'avais mais plus faim du tout, pourtant je ne mangeais pas de la journée, et j'avais pas du tout faim, donc effectivement, alors sans aller au-delà de je sais pas combien de litres, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ouais, ça aide beaucoup, et moi je sais que, bon, j'ai pas faim le matin, mais je prends toujours une petite tisane, parce que c'est tout doux dans mon corps, c'est un petit peu chaud, enfin c'est agréable, une petite, tu vois, un petit goût. Tu t'hydrates après le jeûne nocturne, donc c'est important aussi. Ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport au café et au thé? Est-ce que ça coupe le jeûne selon toi? Alors, le café et le thé, bah, pris sans sucre, évidemment, ça coupe pas le jeûne, mais il faut pas en prendre trop pour 2 raisons. D'abord parce que ça va sécréter quand même un côté cortisol, enfin, euh, comment dire, excitant. Donc, sécrétion de cortisol hyperglycémiant, Hmm. donc sucre dans le sang. Et ça ouvre l'appétit parce que tu es un peu dans un état de, tu vois, c'est un peu stressant de prendre beaucoup de thé ou de café. Donc, c'est contre-productif. Tu Donc, vas avoir plus d'appétit quand on prend, voilà, tu peux en prendre un le matin, il n'y a pas de problème. Mais si tu te prends habituellement 1 litre de café le matin, tu te mets dans une ambiance pas mal de sécrétion de cortisol. Donc, euh, ça veut dire hyperglycémie dans ton sang, donc insuline, etc. Donc envie de sucre, hein, en fait. Et puis, tu as, de l'appétit, tu as envie de manger, tout hmm. simplement. Donc, Voilà, un donc, petit café ou un petit thé, ça passe, mais t'en prends pas 15 000, quoi. voilà, c'est ça. Donc l'idée pour les gens qui en prenaient beaucoup le matin, c'est plus d'essayer de limiter la quantité, de continuer à boire, mais d'aller à ce moment-là plus effectivement sur des tisanes ou sur de l'eau, tout simplement. Hmm. Ah, super intéressant. Parce qu'il y a différents débats par rapport au café ou au thé, que ça coupe ou pas le jeûne. J'avais vu plein de choses différentes, on était un petit peu perdu, donc j'aime bien clarifier la chose avec toi. Ben, on peut considérer, certains considèrent que ça coupe le jeûne parce que c'est hyperglycémiant. Ouais, je Mais comprends. bon, si tu veux, voilà, c'est pas non plus, si tu en prends un, ça, tout va C'est bien. ça. Ouais, ouais, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que je ne t'ai pas posé ou un dernier message Bah écoute, non, rien de particulier. Je crois on a évoqué pas mal de choses. Qu'est-ce que juste dire encore une fois, parce que voilà, c'est toujours un sujet de prédilection chez moi, qu'il y a effectivement des polluants environnementaux qui font que on a des carences en certains micronutriments qui sont importants pour certains résultats du jeûne intermittent. C'est-à-dire que pour perdre du poids, il faut avoir une thyroïde fonctionnelle, que cette thyroïde elle a besoin d'iode, que comme il y a beaucoup de brome dans nos atmosphères, dans des retardateurs de flammes bromées, c'est-à-dire des produits qui empêchent qu'il y ait des incendies chez nous, le brome prend la place de l'iode dans nos organismes, donc on est souvent carencé en iode et on ne le sait pas. Hmm. Voilà, c'est pas, il y a des petits, il y a des micronutriments comme ça qui sont importants pour que physiologiquement on ait tous les bienfaits d'un jeûne intermittent. Donc si voilà, si vous décidez de vous lancer dans le jeûne intermittent pour améliorer un terrain cardiovasculaire ou une perte de poids, voilà, regardez dans le bouquin ces petits chapitres-là qui sont dédiés pour essayer de voir est-ce que vous avez ces petites problématiques de pollution qui pourraient empêcher un bon fonctionnement. Et dans ce cas-là, bah, c'est pareil, je vous donne des conseils. Hmm. Ça fait partie des choses qui peuvent freiner le fait d'avoir un résultat. Voilà, c'est notre monde, il est pollué, donc on en tient compte aussi pour vraiment arriver à atteindre ses objectifs, hein, parce que Ouais. finalement, c'est vrai que on revient sur ce qu'on disait au début, mais c'est quand même un outil bah, top, hein, moi je trouve le jeûne intermittent. Ah ouais, non, vraiment super, ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver?
Alors, on peut me trouver à travers mes lectures, on peut me trouver en consultation. Je suis dans un cabinet en région parisienne et en vidéo aussi, donc avec pour le moment un agenda sur Doctolib pour réserver tout ça. Voilà, de temps en temps des conférences dans les salons et autres, mais bon, c'est vrai que les 2 dernières années de pandémie ont un peu modifié la donne à ce niveau-là, donc à voir en fonction des fluctuations du moment. Merci beaucoup Isabelle. Écoute, merci à toi, c'est toujours un plaisir de répondre à tes questions.